Kazuto, je vous propose de répondre à Maude, mais peut-être en prenant une ou deux questions dans la salle d'abord, et puis Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, je vois. Les étudiants d'abord. Très bien. Alors, une première question ici, puis ensuite vous, monsieur. J'en prends que deux, ce qui permettra à Kazuto de répondre aussi aux questions de Maude dans cette première séquence. Bonjour, merci. Je voulais savoir, selon vous, comment pourrait évoluer la position du Japon sur la dissuasion nucléaire et l'arms control vis-à-vis de la place importante que tente à occuper la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Merci beaucoup. Monsieur, là-haut, passez le micro à monsieur qui est là. Du coup, il va avoir deux micros, une dans chaque main. Merci, un seul suffira. Ça va être très court. C'est juste une question sur Taïwan. J'étais surpris qu'on n'ait pas du tout évoqué le mot de Taïwan, ni de Hong Kong un peu moins, mais Taïwan, c'est quand même un risque de bouleverser tout ce magnifique tableau que vous nous avez dressé. Alors, Taïwan, le nucléaire, et puis les deux questions de Maude. Kazuto, je vous laisse la parole. OK. Well, thank you very much. Écoutez, je vous remercie de ces questions. Pour répondre d'abord aux questions, avant de réagir à votre discussion. Alors d'abord, est-ce qu'il y a, disons, une solution de rechange, pour ainsi dire, par rapport à l'initiative BRI? Cette initiative de la nouvelle route de la soie, encore une fois, n'est pas au départ une initiative stratégique. En fait, ce dont il s'agit, c'est, si vous voulez, un ensemble d'investissements qui se répartissent un peu partout dans le monde. Au Maroc, par exemple, vous avez des gisements d'investissement, pour ainsi dire, qui se font à différents niveaux. Vous avez des investissements qui sont le fait de collectivités locales, régionales ou nationales, mais il n'y a pas, si vous voulez, de cohérence stratégique. C'est-à-dire que quand on investit dans les centres commerciaux, les parkings, les ports et autres, ça ne participe pas, si vous voulez, de la même démarche stratégique. Vous avez certes des investissements stratégiques quand il s'agit de certains ports. Le port de Sri Lanka, par exemple, ou les réseaux de communication en Éthiopie, ou encore la construction du siège de l'Union africaine. Bon, là, effectivement, vous avez des investissements stratégiques qui sont celles qui sont décidées par le Parti communiste chinois. Et là c'est clair. On comprend très bien la démarche. Mais le problème, c'est que les États-Unis et d'ailleurs le reste du monde ne se rendent pas trop compte de ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour investir dans toutes ces régions, dans toutes ces grandes villes du monde. Et donc vous avez, disons, un déséquilibre entre l'offre et la demande, parce que vous avez une demande croissante d'infrastructures dans les pays en développement, ça c'est évident, mais de l'autre côté, du côté de l'offre, les États-Unis, le Japon ou encore l'Europe, eh bien, se sont limités dans ces investissements en raison de limites, de contraintes financières, mais également pour des considérations humanitaires. Ce qui veut dire que bon, le champ est laissé libre, le terrain est laissé libre à la Chine, qui peut à ce moment-là investir dans ces projets. Alors, il est difficile de contrer ou de proposer ou de rivaliser avec cette initiative BRI, cette initiative de la nouvelle route de la soie. Ce qu'il faudrait, ce serait que les États-Unis, le Japon et l'Europe fassent des contre-propositions pour répondre à la demande. Le Japon, pour sa part, a déjà changé son fusil d'épaule, puisque sa stratégie maintenant consiste à proposer une infrastructure
infrastructure de haute qualité par opposition à l'infrastructure chinoise. Si vous voyez par exemple ce qu'il en est des réseaux ferrés à grande vitesse en Indonésie, eh bien, les Chinois ont décroché le contrat, certes, pour mettre en place ce réseau ferroviaire, mais les constructeurs, les Chinois, les sous-traitants chinois ne sont pas très performants dans l'exécution du contrat. Alors que le Japon, lui, a mis en place un réseau ferroviaire en Inde entre Mumbai et Ahmedabad, et là, lui, ce réseau-là, ce réseau ferré, est en train de se construire conformément au projet. Donc là, vous avez cet exemple assez saisissant où, finalement, le Japon est parfaitement en mesure de rivaliser avec les projets chinois. Alors là, il s'agit de projets individuels parce que là, le Japon est en mesure de proposer une solution de rechange crédible avec des services de haute qualité, un travail de grande qualité qui est donc proposé à ces pays. Et donc là, c'est leur valeur ajoutée et ils sont en mesure de convaincre ces pays qu'il est dans leur intérêt, et c'est plutôt plus important pour eux, de travailler avec eux. Le souci, c'est qu'évidemment, la Chine donne dans la sous-enchère. Enfin, elle est toujours en mesure de proposer moins cher, donc évidemment, pour les pays en développement, c'est beaucoup plus attirant de choisir l'offre chinoise. Et là, sur ce plan du prix, il est extrêmement difficile de concurrencer l'initiative BRI, l'initiative chinoise. Donc. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, vous parlez de l'avantage comparatif des États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont en mesure de garder une longueur d'avance? Alors, théoriquement, oui. Il faut voir que, néanmoins, l'administration Trump actuellement fait tout pour entraver la compétitivité américaine, en empêchant l'arrivée de migrants de différents pays, donc en limitant la marge de manœuvre. Évidemment, les coûts seront plus élevés, alors que vous avez également le fait de couper la route à la technologie chinoise. Bon. Alors, il y aura peut-être d'autres sources de financement qui apparaîtront et d'autres ressources humaines aussi. Bon, on ne sait pas ce que les États-Unis sont capables de faire. Alors, pour l'instant, les États-Unis arrivent encore à maintenir une petite longueur d'avance, mais le vrai souci, c'est au niveau des GAFA. Pourquoi? Parce que les startups, les petites sociétés innovantes, elles, se font avaler en quelque sorte par ces gros géants que sont Google, Amazon ou autres. Et c'est lorsque l'innovation disparaît avant de pouvoir se développer et fleurir, eh bien, cela émousse l'avantage compétitif des États-Unis. Paradoxalement, ces géants, finalement, sont moins agiles et alors, bien sûr, ils disposent de technologies et ils proposent des services, mais la pointe technologique qui est celle des startups est donc émoussée et cela, donc, affaiblit la compétitivité de l'économie américaine. Alors que de l'autre côté, en Chine, la Chine, elle, pour sa part, a une stratégie unique en son genre, puisqu'elle permet justement à ces petites startups ou leur équivalent de se développer et de progresser. Et alors maintenant, lorsqu'on propose de faire de Shenzhen une espèce d'immense pôle d'innovation, vous savez que les drones commerciaux, par exemple, sont essentiellement des produits chinois. Vous avez d'autres services. Alors, tous les logiciels ou les plateformes comme TikTok en sont un autre exemple. Tout ça, il y a une énorme production technologique chinoise qui arrive dans le monde occidental. Et là, ce qui se passe, c'est que la Chine est beaucoup plus puissante pour développer ces petites startups qui, elles, en quelque sorte, ont les coups des franches pour être innovantes et parce qu'il y a moins d'intervention d'un géant ou de l'État en l'occurrence. Vous n'avez pas la mainmise des géants économiques chinois qui sont des entreprises d'État. Vous n'avez pas cette mainmise sur les startups à qui on laisse
encore une fois, les coups des franges. Maintenant, les questions posées par les étudiants. La dissuasion nucléaire que vous évoquiez. Alors, le mécanisme de dissuasion nucléaire ou sa structure, en soi, n'a pas beaucoup changé, même si il y a eu toutes ces guerres commerciales, même si les États-Unis sont sortis du traité du traité INF. Bon, ça concerne c'est un programme qui concerne les missiles à portée intermédiaire. Bon, toujours est-il que la structure de la dissuasion nucléaire, la donne n'a pas tellement changé, mais la question qui se pose vraiment, c'est celle de l'engagement de la Chine ou de sa doctrine pour le premier usage. La Chine, pour l'instant, maintient sa doctrine de s'abstenir de faire premier usage de l'arme nucléaire. Elle s'est engagée à cela au terme justement de ces traités. Mais si la Chine se retirait de cet engagement, alors ça n'est pas encore le cas, ça ne s'est pas produit, mais si ça se produisait, eh bien là, dans ce cas-là, tout le paysage sécuritaire de la région de l'Asie de l'Est serait complètement bouleversé. Et donc, moi, ce qui me préoccupe beaucoup plus là-dessus, ce serait la politique chinoise en la matière, mais il ne semble pas que la Chine s'oriente dans ce sens, et il ne semble pas que ce soit le cas. Ce qui veut dire que le Japon, dans le cadre du mécanisme de la protection élargie des États-Unis, pourra bénéficier de ce parapluie de la dissuasion renforcée, donc, qui est portée par les États-Unis. Mais l'Asie de l'Est, contrairement à ce qui se passe en Europe, l'Asie de l'Est est en quelque sorte gelée à ce qu'elle était du temps de la guerre froide. Et on n'a pas vu les choses bouger, mais là encore, il pourrait y avoir une nouvelle donne avec l'arrivée des véhicules planeurs hypersoniques, c'est-à-dire ce sont des missiles qui ne volent pas sur la trajectoire balistique, mais qui planent, c'est-à-dire qui suivent une trajectoire plus basse et qui sont très difficiles à détecter. Et alors, les États-Unis, d'ailleurs les Japon aussi, ont beaucoup investi pour construire ce système de défense antimissile pour empêcher la Chine ou la Corée du Nord de lancer des missiles nucléaires qui pourraient être détruits à condition que ces missiles suivent une trajectoire balistique. Mais là, si s'ils se comportent non pas comme des missiles balistiques mais comme des planeurs, ben là ça complique les choses. Alors on n'a pas vu pour l'instant ce type de missiles hypersoniques de ce type. Enfin, dès lors qu'ils apparaissent, là ça posera... Pour des raisons humanitaires, généralement la Chine met peu en compte les questions humanitaires, mais certainement pas sur les questions nucléaires. Okay. Bon, pour ce qui est de la politique nucléaire chinoise, ça, je pourrais vous en parler et passer des heures, mais bon. Toujours est-il que... Ah voilà, et là, l'autre question qui est celle de Taïwan, qui est un allié stratégique, certes, mais le Japon et Taïwan ont des relations très denses, mais il n'y a pas l'engagement militaire de protéger Taïwan. Il n'y a que les États-Unis qui se sont engagés. Il y a la loi sur les relations chinoises, le Chinese Relations Act, qui prévoit que des équipements militaires sont fournis à Taïwan par les États-Unis, mais il n'y a pas d'engagement ou d'obligation de la part du Japon de protéger Taïwan par sa constitution. D'ailleurs, le Japon n'a pas même la capacité de protéger Taïwan. Pour autant, le renforcement de la défense japonaise au sud de Taïwan constitue en soi, de facto, une dissuasion face à la Chine
dans sa relation avec Taïwan. Maintenant, tout dépend de savoir dans quelle mesure les États-Unis sont prêts à continuer à poursuivre leur engagement vis-à-vis de Taïwan. Et l'administration américaine, et notamment le Congrès américain, pour sa part, est très attaché à la protection de Taïwan. Donc, ce sont des activités que nous appuyons, enfin, et nous encourageons, si vous voulez, les États-Unis à aller dans ce sens. Et d'ailleurs, nous y participons notamment financièrement, mais également diplomatiquement, pour, là encore, encourager les États-Unis à s'engager dans ce sens, pour la défense de Taïwan, si cela répond à votre question. Une autre série de questions. Cela dit, vous aviez, sur la Convention humanitaire, je crois que la Chine avait été quand même observatrice. Je crois qu'elle n'a jamais, évidemment, eu l'idée de s'engager, signer sur cette convention qui est, vous le savez, notamment soutenue par l'Autriche. Mais je pense qu'elle avait accepté d'être, en tout cas, observatrice aux premières conférences. Mais jamais, évidemment, elle ne signera ce traité, si c'était ça le sens de votre... sur la question, plutôt sur la question du Japon, c'est-à-dire la position du Japon à l'égard de l'arme nucléaire. Bon. Et du traité d'interdiction pour des causes humanitaires. Bon, on y reviendra peut-être plus tard quand on aura posé les autres questions. Oh, ouais, oui, c'était... OK. Parce que, voilà, excusez-moi. OK. Bien... Alors, oui, là, le Japon, comme vous le savez, se trouve dans une situation de dilemme parce que vous savez que vous avez dans la société civile disons, un lobby très puissant qui vise à éliminer les armes nucléaires, mais le gouvernement japonais, lui, a la stratégie de la dissuasion renforcée, le Extended Deterrence, et le gouvernement japonais, évidemment, ne peut pas s'engager ouvertement pour l'élimination des forces nucléaires telle qu'elle est avancée par les Nations Unies. Alors, c'est plus compliqué que ça. Vous avez donc dans la société civile des mouvements qui vont dans ce sens-là, en raison notamment des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki. Mais pour autant, donc encore une fois, le gouvernement japonais ne s'est pas engagé dans ce sens, précisément parce que le Japon est tributaire des forces nucléaires américaines. Je regarde s'il y a un étudiant. Les étudiants sont un peu chenus pour cette deuxième, mais je vais leur laisser la parole. Il n'y a pas d'autres questions? Alors je laisse la parole. Vous avez une question? Non, j'ai pas une question. J'ai peut-être un petit point pour monsieur qui ont parlé de Hong Kong et Taïwan. Peut-être que le président Trump avait quand même réussi un tour de force cet automne en pleine procédure d'impeachment. Il a réussi quand même à fédérer avec lui le Congrès pour apporter son soutien rhétorique aux dissidents à Hong Kong, vous vous rappelez, en essayant de vouloir promouvoir à nouveau la démocratie et donc d'apparaître comme une forme de peacemaker et en jouant le rôle que les démocrates aiment jouer plus habituellement. Donc ça fait partie des... et en challengeant quand même, en tout cas sur le plan rhétorique, beaucoup le compétiteur chinois. Voilà. Donc il y a d'autres zones sur lesquelles les États-Unis et la Chine peuvent entrer en... But at the same time, I think Très juste, mais l'administration Trump, pour sa part, n'a rien fait par rapport à la Chine, par rapport au Tibet notamment. Donc Hong Kong constituait une espèce de cible opportuniste. Bon, c'était une intervention verbale, enfin, ça n'allait pas plus loin que ça. Mais enfin, le cas de Hong Kong est particulier parce que, disons, les habitants de Hong Kong attendaient des États-Unis qu'ils fassent quelque chose. Ils attendaient un geste fort des États-Unis et là, ils appelaient de leur vœu un soutien américain. Alors, tout ce qu'ont fait les États-Unis, c'est d'apporter leur appui, disons,
morale, mais c'était tout. Merci de me passer la parole. Je vous en prie. Vous avez parlé, monsieur le professeur, de la rivalité sino-américaine en matière de standards en ce qui concerne la 5G. Et je voulais savoir ce qu'il en était en matière de système de paiement. Est-ce que la Chine développait une alternative au système SWIFT dont on peut observer l'efficacité à l'heure actuelle à l'égard de l'Iran? C'était un premier point. Et si vous me permettez une deuxième question. Oui, c'est une bonne question. La deuxième question, c'est, vous avez indiqué que les États-Unis étaient très actifs au Proche-Orient et en particulier en Iran. Je voulais savoir si un des objectifs qui était poursuivi dans cette politique consisterait à pouvoir réguler l'approvisionnement en pétrole de la Chine. Merci. Monsieur? C'est une question qui concerne les propos de notre speaker sur la limitation des ambitions militaires de la Chine sur une défense régionale. Dans ce cas, pourquoi ils ont besoin d'un centre naval important à Djibouti? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur là-haut. Monsieur, soyez pas timide. Mais je vous ai vu tout là-haut, 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 là-haut. Et ce sera la dernière question. Bonsoir, monsieur. Votre intervention était très éminente. Je vous remercie. J'aimerais savoir quelle est la position de la Chine et les pays de l'ASEAN concernant la mer de Chine. Très bien. Okay. Alors, ah non, madame, je suis désolé, là c'est fini. Il faudra revenir la semaine prochaine, par exemple, mais vous aurez malheureusement ni Maud ni Kazuto pour vous répondre. Comme vous voulez, vous prenez l'une ou l'autre réponse. Alors, Maud, et on laissera terminer par les questions et conclure Kazuto. Okay. S'il y a une question auquel vous voulez répondre. Alors, monsieur, je crois qu'il y avait deux volets de questions, si on commence par vous. La première, c'était peut-être pour notre invité. La seconde, c'était sur est-ce que oui, c'était SWIFT. Et la deuxième, c'était sur l'Iran et les approvisionnements. Donc, SWIFT, c'est pour Kazuto. Oui, d'accord, très bien, très bien. Une bonne question, mais pas facile. Est-ce que les Américains présents pourraient limiter finalement, ça serait un levier très intéressant, mais est-ce qu'ils ont intérêt véritablement à faire ça et à devenir aussi interventionnistes? J'en suis pas sûre. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il y a un antagonisme particulièrement réaffirmé de l'administration Trump vis-à-vis de l'Iran, pour autant, ça ne vous a pas échappé que le président Trump est interventionniste à tout niveau, simplement de manière ponctuelle ou s'il y est vraiment poussé. Je pense que cette provocation-là serait assez ultime, même si très intéressante sans doute. Mais l'idée pour l'instant, c'est d'imposer des sanctions à l'Iran et d'étrangler économiquement l'Iran, comme c'est la stratégie américaine, pas forcément d'étrangler la Chine, pour des raisons aussi sans doute d'interdépendance et de jeu d'interdépendance économique qui ne seraient pas forcément toujours bienvenue ou pertinente. C'est mon sentiment. La question sur Djibouti, et je vous laisserai y répondre, est absolument excellente, effectivement, sur la provocation chinoise et la présence chinoise dans la zone. Et puis surtout, il faudrait que l'administration Trump se la pose, puisqu'on a bien compris que l'Afrique était passée jusqu'à présent en dessous du radar américain. Il y a quand même une inflexion de cette non-volonté de prise en compte de l'Afrique. C'est un petit peu en train de changer, et aussi et surtout parce que les Chinois sont très présents en Afrique sur les questions aussi d'accès aux ressources dans la zone. Voilà. Et sur l'ASEAN et la mer de Chine, c'est une vaste question, je vous laisse. Bon, Kazuto, donc mer de Chine, ASEAN, SWIFT, SWIFT et la troisième, et Djibouti. Oui, Djibouti. Mais Djibouti, ça devient, c'est très sélect. Là, les Français ont été les premiers dans une politique qu'on ne qualifiera pas, mais ça a été leur base. Et ensuite les Américains, après le 11 septembre, et puis les Chinois. Et c'est ce que j'allais dire, il y a aussi des Japonais.
Oui, c'est devenu un hub. Djibouti s'en sort très bien, parce qu'évidemment, il fait aussi payer cette présence. So Djibouti has... Oui, alors Djibouti a été en quelque sorte une espèce de porte-avions terrestre, puisque tant que les pays sont prêts à payer le prix, la plateforme est ouverte. Alors, pourquoi Djibouti? Vous savez qu'il y avait des piratages dans le Golfe. Les Chinois, d'ailleurs, ont présenté... C'est là que les Chinois ont posé leur première base militaire. Si l'on se rend compte que c'est la première base militaire chinoise et que la Chine avait besoin du feu vert des Nations Unies pour construire la base, vous pouvez vous dire qu'il sera assez quand même difficile pour la Chine de construire une autre base pour protéger ses intérêts. D'ailleurs, c'est justement ce que je pense, c'est que la Chine ne se propose pas de s'étendre comme les États-Unis qui construisent des bases militaires un peu partout, en Allemagne, en Corée du Sud et ailleurs. Non, l'armée de Chine, l'armée du peuple chinois est importante, mais sa présence à travers le monde est limitée. Les forces navales chinoises, certes, peuvent transporter les forces armées, mais la Chine ne dispose que de 2 porte-avions. Et évidemment, cela limite quelque peu la Chine dans son expansion. Alors certes, la Chine renforce ses capacités militaires et navales, mais la Chine n'est pas encore au niveau qui lui permet de rivaliser avec la puissance hégémonique américaine. Maintenant, pour ce qui est de la position de la Chine et de l'ASEAN par rapport à la mer de Chine, la stratégie chinoise par rapport aux pays de l'ASEAN, est-ce que c'était ça votre question? La politique chinoise vis-à-vis de l'ASEAN, c'est un peu de celle de diviser pour régner. La Chine dispose d'amis au sein de l'ASEAN, notamment le Cambodge et le Laos. Là, ce sont des alliés avec des relations très étroites avec la Chine. Mais la Thaïlande ou les Philippines, là, évidemment, la Chine n'a pas vraiment ses entrées dans ces pays, notamment en Thaïlande, comme vous le savez. La Chine n'a qu'une influence très limitée sur la Thaïlande, alors que les États-Unis continuent de mener des manœuvres militaires conjointes avec la Thaïlande. Les Philippines sont un petit peu particulières dans la mesure où vous avez le président Duterte en Philippines présente des caractéristiques assez particulières qui jouent un petit peu à ménager la chèvre et le chou entre la Chine et les États-Unis. Duterte essaye aux Philippines de jouer un jeu un petit peu... Enfin, il joue peut-être un peu avec le feu, mais enfin, il essaye de allumer la chandelle par les 2 bouts pour retirer parti des 2 côtés. L'Indonésie, sous certains aspects, est très liée à la Chine, mais politiquement, l'Indonésie, évidemment, se préoccupe beaucoup, s'inquiète beaucoup de l'influence chinoise. Et puis vous avez des petits pays comme Timor-Est qui... évidemment, Timor-Est appartient à la Chine, mais pour les autres pays de l'ASEAN, ça n'est pas encore joué. La Chine se sert donc d'amis puissants que sont notamment le Cambodge et le Laos, non pas pour prendre des décisions pour arriver à une position unifiée au sein de l'ASEAN, mais c'est une espèce de pouvoir de veto, en quelque sorte, qu'ils exercent à travers ces pays. Pour ce qui est du système bancaire SWIFT, du système de paiement SWIFT, vous savez que la Chine
envisage de se servir, de créer sa propre monnaie numérique, sa cybermonnaie qui pourrait rivaliser avec le dollar américain. Le système SWIFT américain est utilisé surtout en raison du dollar américain et du système de communication interbancaire qui sous-tend SWIFT. Mais SWIFT, à propos, ce n'est pas une société américaine, hein, c'est une société qui est basée en Belgique et qui relève de droit européen plutôt que de droit américain. Mais les États-Unis ne peuvent pas ordonner à SWIFT de couper disons les services avec l'Iran, mais SWIFT pour autant ont disons accepté de se couper des banques iraniennes. Mais la Chine, elle essaye de construire son propre système SWIFT, mais le problème c'est que la monnaie chinoise n'a pas le statut de monnaie internationale pour l'instant. La monnaie chinoise ne jouit pas encore de la confiance des traders internationaux. Donc oui, on peut utiliser le renminbi pour des échanges transfrontaliers entre la Chine et le Vietnam, ou bien entre le Cambodge et la Chine, mais on ne peut pas diffuser le yuan en tant que monnaie internationale. Et donc la part du renminbi, du yuan dans les réserves internationales est d'environ 5%. Ça n'est pas... Bon, bien sûr, le dollar américain représente environ 60%, l'euro 22-25%, et le reste, ce sont la livre sterling, le yen japonais et le yuan. Le statut international donc du renminbi reste à advenir. Et il y a encore pas mal de chemin à parcourir avant que la Chine puisse construire un réseau dominant made in China. Alors la politique moyen-orientale des États-Unis, ça n'est pas pour réguler l'approvisionnement en pétrole. La Chine, elle, est la seule à avoir encore des échanges avec l'Iran, à importer du pétrole par une voie assez détournée pour s'affranchir des sanctions américaines. Mais les Chinois continuent d'acheter et ils se sont engagés à continuer d'investir dans l'infrastructure iranienne, par exemple dans le système de métro de Téhéran qui est construit par les Chinois. Il y a aussi beaucoup d'investissements dans l'exploration de gisements pétroliers dans les gisements de la partie méridionale de l'Iran. Et donc la Chine, c'est un peu une sorte de bouffée d'oxygène pour l'Iran. Et donc il semblerait que les États-Unis laissent filer sans condamner fortement la Chine de par ses investissements en Iran. Surtout parce que les États-Unis ne souhaitent pas se confronter aux Chinois dans un autre domaine que celui du commerce. Et puis, les investissements chinois en Iran restent encore assez limités, donc les effets sur l'économie iranienne ne sont pas si importants. Pour autant de raisons, les États-Unis ne se sont pas impliqués pour empêcher cet afflux d'investissements chinois en Iran. Toutefois, les sanctions américaines sont très efficaces et elles sont en train d'acculer l'Iran. Et c'est pour cela que les conservateurs sont maintenant la force la plus représentée au Parlement iranien. Merci.